ça fait déjà quelques preuves de concept que je fais. Ça fait de mémoire, en tout cas, c'est au moins cinq ou six preuves de concept que je fais. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une présentation là-dessus? Donc, c'est tout sauf scientifique, mais c'est un peu le partage de mon expérience dans le processus de réalisation de preuves de concept. Et je me suis dit, bon, ben, ça peut peut-être être utile là, d'avoir une idée de ce que ça peut représenter comme travail et comme embûche et comme méthode aussi de travail pour réaliser ces preuves de concept-là. Donc, il était une fois. Il paraît que le web sémantique, c'est une bonne solution pour réutiliser les données du web et les lier avec nos données. Et qu'on pourrait même faire de l'IA avec ça. Ouais, mais on connaît rien là-dedans. Et il paraît que c'est hyper compliqué. Je sais, mon voisin me le dit. Peut-être, mais a-t-il fait une preuve de concept bien orchestrée? Ouais, OK. Mais on fait ça comment, une preuve de concept web sémantique? Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous propose une méthodologie de preuve de concept web sémantique qui se fonde sur les méthodologies de type agile. Donc, les méthodologies de type agile, c'est des méthodologies adaptatives où on se barre pas trop de créer de la documentation. Hein? C'est une forme de méthodologie où les gens, on veut pas écrire, on veut faire les choses. OK? Que j'ai moi-même expérimenté à quelques reprises dans les milieux académiques pour un ministère, que je vais taire le nom, des entreprises en start-up ainsi qu'en grande entreprise. Donc, ma méthode personnelle, elle se fonde sur une vieille méthodologie qui date des années 2000, qui s'appelle le Rational Unified Process. Quand je dis ça dans les organisations, tout le monde fait « Ah, mais elle a l'avantage, cette méthode, je l'ai quand même un petit peu bricolée pour l'adapter au goût du jour. Elle a quand même l'avantage, cette méthodologie-là, d'expliquer les choses clairement. Et en fait, elle est une méthodologie agile. Hein? Et en fait, elle considère le développement de logiciels sous différentes disciplines, hein? Modélisation métier, recueil des exigences, analyse de conception, implémentation. Et donc, les tâches qu'on va faire, elles peuvent se subdiviser à l'intérieur de ces différentes disciplines-là informatiques. Et en plus, ben, elle avance dans le temps avec des itérations et des phases. Et les courbes qu'on voit, à vrai dire, c'est la charge de travail qui est accumulée au feu de l'avancement du projet. Donc, on voit, par exemple, qu'au début, on met beaucoup de temps en modélisation, alors qu'à la fin, on met beaucoup de temps en déploiement. Et ça sert un guide un peu intuitif là, pour dire où est-ce qu'on est rendu dans notre processus. Donc, la méthodologie a réparti les tâches en disciplines. Et le processus de réalisation se divise en 4 grandes phases. On aura beau dire ce qu'on voudra, là, mais un logiciel, là, il y a une phase de création, d'élaboration, de construction, puis de transition. On peut nommer ça différemment, là, mais ça tourne alentour de ça. Chaque phase se divise en itérations ponctuées par un livrable. À chaque fin d'itération et un plan d'itération pour le démarrage de nouveaux cycles. Et ça s'intègre, c'est une façon de nommer ce qu'on va faire dans les méthodologies Scrum, qui est plus la méthodologie à la vogue, mais c'est essentiellement la même chose. On dit au début de l'itération, c'est quoi qu'on va faire. À la fin, on évalue c'est quoi qu'on a fait, on évalue les livrables, puis on fait un nouveau plan, puis on fait une nouvelle itération. La courbe représente la distribution de la charge de travail étendue par itération pour chaque discipline. Donc, une fois qu'on a ces principes-là en tête, on peut se dire, OK, on se lance dans notre projet, puis on va structurer avec cette méthodologie-là. On a besoin aussi de matériel. Donc, pour la plupart des preuves de concept que je fais, évidemment, on est toujours dans une perspective où on essaie on ne veut pas mettre de l'argent nécessairement beaucoup dans les technologies. On essaie de démontrer quelque chose. Donc, on essaie de trouver des choses qui ne coûtent pas cher. Donc, la première chose, ça va prendre un endroit pour entreposer les triplets RDF, les ontologies, les données, là, toute cette partie-là. Et ça doit aussi, cet outil-là, être accessible sur le web. Donc, le premier outil, c'est Apache Jena.
Apache Jena, à l'intérieur de ça, il y a un serveur web sémantique, on peut coder en Java là-dedans. Ça répond à tous les besoins. La seule bémol qu'il y a sur Apache Jena, c'est la performance. Mais comme on ne veut pas traiter 50 trillions de terabytes de données quand on va faire une preuve de concept, ça fait amplement le travail. Deuxième outil qui est nécessaire quand on va réaliser notre preuve de concept, c'est des éditeurs d'ontologie. Donc, on doit être en mesure d'éditer des ontologies dans autre chose qu'un fichier Excel. Donc, deux outils qui sont gratuits. Hein? Il y a TopBread Composer Free Edition. Il y a des versions commerciales qui sont payantes, mais il y en a une qui est gratuite. Cet outil-là est particulièrement efficace si on cherche à faire une preuve de concept, surtout orientée vers le web de données. Donc, on veut faire de l'ingénierie ontologique et on veut mélanger des vocabulaires, donc on est plus orienté publier des données sur le web. Le deuxième éditeur qui est gratuit, c'est Protégé, qui est de l'Université Stanford, qui est parrainé depuis des années par la faculté de médecine de cette université-là. Et à vrai dire, si Protégé n'existerait pas, le web sémantique n'existerait pas. C'est ce qui a permis le développement du web sémantique. C'est l'outil au cœur du web sémantique. Cet éditeur-là est surtout utilisé si on souhaite faire des projets de web sémantique, mais plus orientés informatique cognitive. Donc, système d'aide à la décision, modéliser des vocabulaires, tantôt la présentation là, sur la médecine. Là, donc, c'est plus adapté à ce genre de... On veut modéliser une ontologie, puis on veut faire des inférences, une base de connaissances à partir de cette ontologie. Ensuite, là, il y a des outils un peu périphériques, là, comme Fazilla pour transférer des fichiers, Putty qui sert de terminal pour se connecter aux autres terminaux, Ubuntu qui est un serveur Linux dans lequel on va mettre Jena, Fuziki. Donc, c'est à peu près l'environnement que ça prend. Les compétences de l'équipe, parce qu'effectivement, quand on se lance dans un projet comme ça, on doit retrouver certaines compétences à l'intérieur de l'équipe. Ça prend quelqu'un qui est un bon gestionnaire de projet. Hein? Ça prend aussi quelqu'un qui a une vision architecturale logicielle. Faut qu'il y ait quelqu'un qui comprenne c'est quoi les positions, c'est quoi les blocs qu'on met ensemble, puis qu'est-ce que ça fait, puis qui soit capable de parler ce vocabulaire-là. Évidemment, ça prend un programmeur Java. Ça peut être en autre chose, mais avec les outils que je propose là, c'est surtout un programmeur Java que ça prend. Ça prend quelqu'un qui va modéliser des données. Bon, ça, cette personne-là est probablement quelqu'un qui connaît déjà des bases de données un petit peu, puis qui va accepter de sauter dans le monde, passer du monde tabulaire à un monde en graphe. Quelqu'un qui est à l'aise dans l'environnement Unix, évidemment, et un conseiller expert dans la méthodologie sémantique responsable de guider l'équipe. Ça, c'est mon rôle. Mais c'est un rôle qui est important parce que il n'y a pas juste moi qui peux faire ça, là, mais quand on amène une équipe dans une preuve de concept qui n'est pas habituée à cette méthodologie-là, le but de l'expert en technologie sémantique, c'est pas de faire la job à la place des autres. C'est d'amener les autres à faire le travail parce que c'est eux qui vont rester après ça avec cette technologie-là. Donc, ils doivent apprendre à modéliser des ontologies. Ils doivent comprendre les notions associées. C'est quoi SCOS, OWL, les vocabulaires, un triple store. Donc l'expert sémantique, il est là pour porter le projet, mais en même temps pour guider les gens puis faire du transfert de connaissances vers les gens qui vont utiliser ces technologies-là après. Les objectifs par phase adaptés à la mise en œuvre d'une preuve de concept. Donc, les rappels des 4 phases, création, élaboration, construction et transition. Donc là, j'ai fait ici des objectifs à atteindre de façon très générale. OK? Donc, dans le recueil des exigences dans la première phase, on va essayer de déterminer les objectifs qui sont attendus dans le projet, réaliser un scénario d'utilisation du système à venir. Il faut avoir là, une vision de c'est quoi qu'on va faire puis comment on va l'utiliser. Et ça, c'est un travail. Hein? C'est pas, ouais, OK, on va faire ça. Non, il faut réfléchir, il faut discuter et ça va, merci. Et il faut rentrer dedans. Deuxième, analyse et conception. Esquisse de la description du système attendu, analyse de la structure des données en jeu, cibler dans le web les jeux de données à intégrer. Hein, on veut faire un projet web sémantique, c'est parce qu'on veut mélanger des données. Donc, il faut les trouver dans le web, ces données-là. Il faut commencer à chercher. Déploiement, au niveau du déploiement, il faut acquérir les outils puis commencer à les installer. Gestion de projet. Donc, première mise à niveau de l'équipe au sujet de la technologie sémantique. Attribuer les rôles, qui va être architecte,
qui va être modélisateur de données, qui va être gestion de gestion de projet, qui est la programmation. Maintenant, les rôles, ils peuvent bouger. Ce sont des rôles, c'est un chapeau. Hein. Des fois, on peut changer le chapeau là, de tête et puis on s'adapte. On peut aussi avoir plusieurs chapeaux. OK? Normalement, une preuve de concept, là, doit avoir au moins 3 personnes là-dedans. Sinon, c'est comme pas assez de ressources pour faire un projet comme celui-là. Déterminer les livrables attendus pour les phases et faire le plan des tâches pour la réalisation des livrables. Maintenant, on vient de finir la première phase, on rentre dans la deuxième phase, l'élaboration. Donc là, dans l'élaboration, on va ajuster les exigences en fonction des découvertes terrain. Ah, on a fait des choses. Là, ça marche. Ah, ça marche pas. Donc là, on va s'adapter. On va adapter notre vision. Analyse et conception. Donc, on va raffiner l'architecture logicielle de la solution et on va esquisser les requêtes Sparkle à déployer pour amalgamer les données avec celles du web. Donc là, on commence à programmer du Sparkle, là, mais on fait surtout le pseudocode. On se dit, qu'est-ce qu'on veut faire avec Sparkle? On n'est pas encore rendu à l'étape où on fait la programmation de tout ça. Implantation, traduction des jeux de données locaux en RDF. Ça, c'est l'étape critique dans la preuve de concept, parce que là, on prend des données qui sont sous forme tabulaire, puis là, on les amène en RDF. Donc là, on doit avoir des notions plus formelles en informatique, on doit comprendre c'est quoi RDF, et c'est à ce moment-là que je dirais que la preuve de concept, elle va s'arrêter ou elle va continuer. C'est le moment critique de la preuve de concept. Parce qu'on doit déjà tout connaître les notions qui sont associées alors qu'on n'est pas en maîtrise de ça. Et c'est un point important, c'est un point critique. Déploiement, bien là, on doit démarrer les processus d'homologation dans l'organisation des logiciels à acquérir. Effectivement, on commence à savoir c'est quoi qu'on va utiliser comme logiciel. Si on est dans une entreprise qui est plus complexe, bien des fois, les entreprises vont exiger que les logiciels soient homologués avant de les déployer sur les machines. Donc là, on va commencer à démarrer les processus. Soutenir l'équipe d'implantation. Et en gestion de projet, bien, on continue à poursuivre la mise à niveau des membres de l'équipe. Donc là, c'est de la formation, c'est des cours, c'est du soutien quand ils travaillent dans les projets puis qui ont de la difficulté à avancer. Objectif à atteindre, la phase de construction, implémentation, donc construction des interfaces utilisateurs, développement des requêtes web. Donc là, on commence à rentrer plus dans la poutine. Là, on est là, toute l'énergie est mise sur programmer, développer, faire marcher les choses. On va commencer aussi à faire des tests sur les résultats qu'on obtient, à savoir est-ce que ça donne les bonnes affaires. Au niveau du déploiement, ben là, les gens vont commencer les premières exécutions des modules, à présenter des résultats, ainsi de suite. Gestion de projet, poursuivre la mise à niveau, puis là, on va accompagner les gens dans les processus de résolution de problèmes. Finalement, la 4e phase, la transition. Donc là, on est presque prêt, on a presque terminé la preuve de concept. L'énergie de développement est surtout utilisée à la résolution de problèmes. Puis là, les tests sont surtout appliqués pour valider la fonctionnalité, mais aussi la robustesse du logiciel. Est-ce que ça plante quand je fais Enter? Est-ce que ainsi de suite? Le déploiement, dans le cadre d'une preuve de concept, les efforts sont déployés pour soutenir les tests d'implémentation et la préparation d'une éventuelle démo, par exemple, à un conseil d'administration ou à un bailleur de fonds. Gestion de projet, soutenir l'équipe en mode accompagnement. Donc, un exemple. Ce que j'ai pris comme exemple, j'ai la chance de donner un cours à l'École des sciences et gestion à des gens de 2e cycle en intelligence d'affaires. Et la façon dont je donne le cours, c'est que je les rentre dans un processus de projet. Ils doivent faire une preuve de concept. Et je suis exactement ce processus-là où je les accompagne à l'intérieur de cette épreuve-là de la construction de la preuve de concept. Et c'est comme ça qu'ils acquièrent leur connaissance. Donc, ce que je vais vous présenter comme exemple, c'est ce qui a été réalisé dans le cours qui vient tout juste de se terminer, d'ailleurs, la semaine passée. Donc, les faits saillants. Les questions d'intelligence d'affaires que les étudiants ont eu à répondre, il y a 2 équipes de 3 personnes. Donc, dans la première équipe, c'était quel est le nombre de places de stationnement gratuits par habitant pour les saisons de déneigement 2017-2018 pour les différents arrondissements de la Ville de Montréal. Deuxième question, l'équipe de la deuxième question. Analyser le temps moyen par véhicule remorqué, à 5 minutes, remorqué par une rue d'origine d'arrondissement. Donc, tu calcules le temps moyen, finalement, de remorquage. Donc, comment? OK. D'où les données ont été prises? Elles ont été prises dans les données ouvertes du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Bon, petit problème avec ces données-là, OK? Petite critique par rapport aux données. Les données sont ouvertes, certes, mais non liables dans le web, puisque
elles sont en format CSV, qui est un format tabulaire, et non pas en format RDF. Ensuite de ça, elles ne sont pas accessibles par une requête Sparkle. Ensuite de ça, elles sont de format tabulaire et non sous la forme d'un graphe. Donc, ils partent de ça. Okay? Ce qui est à peu près la situation dans un gros paquet d'organisations. Informations nécessaires mais manquantes pour réaliser l'analyse BI, ils doivent avoir les coordonnées GPS des arrondissements pour savoir dans quel arrondissement on est, et ils doivent avoir la population totale des données dans les arrondissements. Donc, source complémentaire d'information, DBpedia. Donc, on va sur le web, on va dans DBpedia, et là, on a les coordonnées les coordonnées GPS des différents arrondissements de la Ville de Montréal, et on a d'autres informations concernant les arrondissements qui sont utiles pour compléter leur analyse BI. Donc, l'architecture qui a été déployée, je vous présente l'architecture d'un des deux équipes, mais essentiellement, ils ont fait à peu près la même chose. Donc, la première étape, c'est effectivement de prendre les données BI, les données de la Ville de Montréal et de les extraire, les données ouvertes, et de les convertir en format RDF. Donc, c'est effectivement une étape qui est très périlleuse à cette époque-là. Quand ils font ça, là, c'est à la deuxième semaine où ils font du web sémantique. Okay? Donc, c'est pas facile. La troisième, après ça, l'étape C, c'est qu'on va amalgamer les données qu'ils vont avoir mis en CSV dans le Triple Store. Ils vont amalgamer ça avec les données de DBpedia pour former un fichier qui va être mis dans un analyseur sémantique, un analyseur BI qui s'appelle MicroStratégie dans ce cas-ci, puis qui s'appelait le tableau dans un autre. Maintenant, voici les résultats qu'ils ont obtenus. Donc, pour l'équipe 1, ils ont obtenu, par exemple, le remorquage arrondissement de 2005. Donc, ils ont croisé les positions GPS des arrondissements. Ils ont fait des analyses BI là-dessus. Et puis, ils ont pondu que, Ville-Marie, il y a beaucoup de déménagements, alors que dans d'autres quartiers, il y en a moins pas de déménagement, mais de remorquage. Okay? Donc, ils ont fait une analyse BI à partir du croisement des données qui, d'une part, provenaient des données ouvertes du gouvernement provincial et de DBpedia. Donc, les remarques émises par les étudiants au sujet de ces expérimentations. Le questionnement BI n'aurait pas pu être réalisé avec les seules données de la Ville de Montréal. La connexion avec DBpedia a permis de compléter le questionnement BI. L'apprentissage de Sparkle nécessite un certain investissement en temps, mais le retour sur l'investissement est considérable compte tenu de la possibilité de réutiliser les données du web. Le nettoyage des données est une tâche fastidieuse et chronophage. Okay? Et ça, c'est à non négliger dans la preuve de concept. Donc, les constats empiriques sur la réussite de la réalisation d'une preuve de concept. Donc là, ça c'est mon expérience que je mets là-dedans. Le degré de réussite est tributaire du degré de compétence du conseiller à transmettre et guider l'équipe dans le domaine du web sémantique. C'est plate, mais si cette personne-là est pas présente, si cette personne-là est pas soutenante, les membres qui sont dans la preuve de concept, ils vont pas être à l'aise, puis ils vont être inquiets pendant le déroulement de la preuve de concept. On fait pas une POC pour convaincre, on la fait pour confirmer une conviction. J'ai vécu des cas où on a fait une preuve de concept pour convaincre et ça marche pas tellement. La preuve de concept, elle marche, puis c'est beau. Puis ça s'en va sur une tablette, puis ça reste là. Ça prend un comité de direction, ça prend une équipe qui est convaincue et on s'en sert pour la confirmer, cette conviction-là. Il doit y avoir un accompagnement, un engagement ferme de l'ensemble de l'équipe, direction et employés, dans le processus, et ce, à tous les niveaux de la hiérarchie organisationnelle. Des employés qui ont envie de faire une preuve de concept, puis une direction, ça ne leur tente pas, ou une direction qui dit « Ah, il faut qu'on fasse ça parce que c'est ça qui est l'avenir », puis des employés qui ne veulent pas bouger, ça ne va pas faire une preuve de concept très fort. L'idée de la preuve de concept, c'est pas tant de produire un artefact que de mobiliser une équipe alentour d'un projet. Et c'est ça qui doit être visé avant tout par la preuve de concept, parce que ce qui va rester après la preuve de concept, c'est l'expertise que les gens vont avoir acquis dans cette technologie-là. Okay? Plus que l'objet même qui marche. Prévoir, consacrer beaucoup de ressources, du temps disponible, de l'argent, de l'espace physique pour les multiples réunions. Et surtout, accepter, et ça encore une fois, c'est à tous les niveaux de la hiérarchie organisationnelle, accepter de vivre une expérience avec beaucoup d'incertitudes et de chaos. Il ne faut pas oublier que c'est du chaos que surgit la lumière. Donc, on peut aussi songer
hein, aux divers programmes d'aide gouvernementaux. J'en énumère quelques-uns ici, je ne les connais pas tous, mais on peut être accompagné dans une preuve de concept comme celui-là parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes et le gouvernement est prêt à mettre à disposition des fonds pour ça. Il y a le MITAC qui peut vous fournir des étudiants de maîtrise, de doctorat, de post-doctorat qui vous coûtent la moitié du prix. Il y a le RSCDE qui est le programme de crédit d'impôt de recherche scientifique et de développement expérimental. Les preuves de concept, surtout en web sémantique, sont des projets en or pour ça. Donc, on peut avoir des excellents crédits d'impôt. Le PARI, programme d'aide à la recherche industrielle, et les subventions d'engagement partenarial qui peuvent permettre de travailler en collaboration avec des chercheurs universitaires du domaine. Donc, il ne faut pas hésiter. Ils sont là pour nous aider, ces programmes-là. Donc, est-ce que vous avez des questions?